messieurs, dames. Je vais vous raconter une histoire, vous n'êtes pas obligés d'y croire. Et vous allez voir qu'on va parler de ce qu'on appelle le marché des biens, le marché du travail. Très souvent, quand on vous parle de réformes pour supprimer le chômage, on vous parle essentiellement de marché du travail. C'est typiquement la loi travail. Je ne veux pas savoir ce que vous en pensez, je ne veux pas savoir ce que j'en pense. Mais une chose qu'il faut bien comprendre, parce que je voudrais vous expliquer un certain nombre d'éléments, c'est que la question du marché des biens, c'est-à-dire, dans le fond, certains exemples que je vais vous donner, comme les autocars, comme les coiffeurs, comme d'autres exemples plus importants que ça, sont extrêmement importants. Alors, la première chose que je voudrais que vous ayez en tête, et toutes les histoires que je vous raconte, c'est des histoires qui s'appuient sur des ensembles de données, c'est des données d'entreprise, des données sur les individus, qui ont été constituées, et des études qui se font depuis 10 à 15 ans dans tous les pays du monde, et qui donnent pour ce genre de choses les mêmes résultats. D'une certaine manière, la croissance de la productivité, ça ne va pas être de transformer Air France en une entreprise extrêmement souple et agile. La croissance de la productivité dans une économie, c'est l'entrée de nouvelles entreprises avec des nouveaux produits qui vont permettre, et parfois remplacer, et c'est avec tous les problèmes que ça peut créer, celles qui sont en place. Donc, ce qui se passe dans le fond, c'est que les entreprises qui arrivent, ces nouvelles entreprises, c'est ce que les données nous disent, innovantes et productives dès le début. Elles n'ont parfois pas les éléments pour se développer. Et ce sont elles qui créent des emplois, qui exportent, qui génèrent du profit. Et productivité et croissance de la productivité sont les seules sources de la création d'emplois, et la croissance de la productivité n'est pas l'ennemi de la croissance d'emplois. En particulier, si l'on a en tête la chose, et c'est une des choses que je voudrais que vous retiriez de cette présentation, je fais une présentation parce que c'est mon côté académique, je suis prof, donc pour moi c'est une présentation. Contrairement à ce que vous racontent les gens du MEDEF, ce n'est pas les PME qui créent des emplois. Ce n'est pas les grandes entreprises qui créent des emplois, ce sont les entreprises jeunes. C'est un fait nouveau que l'on sait depuis environ 5 à 10 ans. Ce sont les entreprises jeunes qui, dans les pays normaux, pas la France, croissent très rapidement. Vous savez ce qu'on appelle les gazelles, les licornes, tous ces noms magnifiques, et qu'on aimerait développer. Ce que montre la recherche, encore une fois, c'est que ces entreprises jeunes emploient des jeunes. C'est quand même miraculeux, on pourrait même employer nos enfants. Et une autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les déficits d'emploi en France ne sont nullement liés aux déficits d'emploi dans l'industrie. Je suis ravi que nos amis de Renault soient venus auparavant. Ils parlaient de choses très importantes dont je vais parler, qui sont la mobilité. Et dans le fond, si vous raisonnez, Renault, c'est de moins en moins une entreprise industrielle pour beaucoup d'aspects. Quand on pense à ce qu'est l'impression 3 dimensions, est-ce que c'est de l'industrie, est-ce que c'est du service? Toutes ces notions sont extrêmement fragiles, si je puis dire. Donc, les déficits que nous avons sont massifs dans les services et le commerce, où la concurrence est faible, les rentes importantes, et donc, dans le fond, les innovations inutiles et malvenues. L'exemple d'Uber est tout à fait clair. Je ne dis pas que la façon dont ces choses ont été gérées est intelligente, mais en tout cas, c'est un symptôme de quelque chose de plus général. Et, waouh! Un exemple intéressant, c'est ce qui s'est passé en 86. En 86, un être, somme toute, ganté, appelons-le Balladur, vous vous souvenez, c'était ce monsieur qui serrait les mains avec des gants, a dit on va libéraliser le secteur du transport routier de marchandises. Auparavant, pour faire 150 km et plus, il fallait une autorisation préfectorale pour transporter des biens. Imaginez Amazon et toutes ces entreprises ou toute la révolution logistique qui se fasse comme ça. Tout d'un coup, il a dit on ne fait plus comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les marges des entreprises, le prix a baissé, les profits de ces entreprises ont baissé. Je vais passer des slides assez rapidement, mais c'est juste pour vous dire les choses. Et l'emploi a explosé. Il y a eu, vous le savez, des grèves en 1995, mais l'emploi a explosé et de fait, la dérégulation a engendré des créations d'emplois. Le secteur est passé de 170 000 personnes à 400 ou 500 000 aujourd'hui. Des exemples comme ça, il n'y en a pas un seul, il y en a 1000. La loi Royer, les supermarchés, des travaux empiriques montrent qu'il y a un effet causal de la loi Royer, c'est-à-dire cherchant à préserver les petits commerçants, qui continuent encore aujourd'hui, sur les prix, sur l'emploi et sur la concentration. La même chose pour les transports routiers. Il était illégal de faire concurrence à la SNCF. Qui est-ce qui
en pâtissaient. Il suffit de regarder qui maintenant les utilise. C'est les vieilles dames qui n'avaient pas le permis parce qu'elles n'avaient pas fait le service militaire à l'époque, et, enfin, c'est ce que je crois, et les jeunes qui n'ont pas d'argent. Et évidemment, ce genre de choses ne détruit pas d'emplois chez nos amis de la SNCF, parce que de toute façon, ces gens-là, c'est trop cher pour eux. Donc, et je me suis permis de mettre que Cramacron est arrivé, parce que je me souviens très bien que j'étais le seul, une sorte d'idiot, parlant une fois à M. de Villepin, en lui disant, vous savez, si vous ouvriez ce secteur, vous pourriez peut-être créer quand même 5-10 000 emplois, et puis ça serait bien pour les prix. Il m'a écouté d'un regard méprisant, et la semaine d'après, ou 15 jours après, il faisait le CPE, qui a été une grande réussite, comme vous le savez. Les auto-écoles, vous savez tous, si vous avez des enfants, que c'est compliqué d'avoir le permis de conduire, que c'est cher, que nos amis auto-écoles, je parlais du service militaire, ont reçu la manne céleste par la main de Chirac, qui était la suppression du service militaire. Les hommes étaient protégés, dans le fond. C'est d'ailleurs une réforme extrêmement égalitariste en termes de sexe, puisque les femmes et les hommes se sont retrouvés dans les bras des auto-écoles, qui ne sont pas les plus généreux du monde de ce point de vue. Des numerus clausus, il y a plein d'exemples comme ça. Nos amis vétérinaires qui vont après en Belgique pour se former, donc ou nos amis médecins qui vont se former en Roumanie, non pas que ce soit de mauvaises formations, mais ça n'a pas de sens. Et évidemment, ceux qui peuvent faire ça sont évidemment ceux dont les parents peuvent leur permettre de se payer ce genre de choses. C'est extrêmement, extrêmement inégalitaire comme stratégie. Pour résumer, il y a un déficit d'emploi non dans l'industrie, mais dans les services et le commerce. Ouvrir l'accès, ça crée de l'emploi, baisse les prix, surtout pour les jeunes et les pauvres. Si tous les travaux sur l'ouverture de Walmart, ça n'a pas bonne presse. Tous les travaux montrent que ceux qui sont ravis qu'un Walmart s'ouvre aux États-Unis, ce sont les Noirs. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Et qu'ils vont pouvoir dégager de l'argent pour faire d'autres choses. Et malheureusement, si nous étions comme les Danois et que nous produisions une main-d'œuvre formée, tout irait bien dans le fond. On n'aurait peut-être pas besoin de tous ces emplois peu qualifiés, mais nous avons cette spécificité et dans le fond cet amour de la production de personnes sans diplôme. 150 000 chaque année, ça n'a pas baissé depuis 10 ou 15 ans. C'est malheureux, on peut parler des recours, des remèdes à ce genre de choses, mais il y a un vrai problème. Donc tout ce qui devrait se faire bien, dans le fond, toute la création de richesse, la création de l'emploi, elle ne se fait pas. Elle ne se fait pas en France. Et c'est d'autant plus mauvais, dans le fond, que, c'est là que je reviens à nos amis de Renault, il faut de la mobilité. La mobilité, c'est quoi? La mobilité, c'est partir de l'entreprise qui va mal, donc donner du pouvoir de négociation aux salariés pour aller dans l'entreprise qui voudrait croître. Or, tout le débat dont on n'a pas parlé, dans le fond, sur la loi travail, dont on ne veut pas savoir si elle était bien ou pas, ça cache ce genre de choses. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voit à Belfort en ce moment? On voit des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et qui n'ont aucune envie de partir parce qu'ils savent que tous leurs droits sont attachés à l'entreprise Alstom à Belfort, que par ailleurs la mobilité géographique est compliquée, et qu'ils ne pourront pas facilement retrouver un emploi ailleurs parce que la formation continue, etc. Qu'est-ce qu'on a, dans le fond? Des salariés bloqués, tétanisés. Et ça n'est pas satisfaisant. Qu'ont fait nos amis autrichiens? On parle tout le temps des pays du Nord, mais examinons l'Autriche. C'est un pays qui a des vertus, qui a des défauts. Les dernières élections, vous avez remarqué, la personne qui nous a présenté se sont passées de manière bizarre. Toutefois, en 2003, ils ont décidé de passer d'un système qui serait déjà, s'il existait en France, serait déjà très raisonnable, très bien. Quand vous êtes licencié, ça arrive aussi dans ce pays, vous touchez, que vous soyez dans une petite entreprise ou une grande entreprise, une somme complètement liée à votre ancienneté. Vous touchez un an, vous touchez un mois de salaire si vous êtes ancien depuis 3 ans, et si vous avez 10 ans d'ancienneté, vous touchez 6 mois de salaire, si vous êtes licencié. Hein. Et si vous avez 20 ans d'ancienneté, vous touchez 1 an de salaire. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de prud'homme, au sens où il n'y a pas cette incitation à aller voir pour toucher plus. Qu'est-ce que nos amis autrichiens ont fait à partir de janvier 2003? Ils ont décidé de dire, il n'y a pas de différence entre les gens licenciés et les gens qui démissionnent. Ils ont un compte
Cette idée de compte est extrêmement importante et devrait être développée dans beaucoup de domaines, par exemple l'éducation. Et ces comptes, ce compte licenciement, vous l'amenez avec vous. Vous démissionnez, vous amenez l'argent qui est dessus avec vous, vous allez d'entreprise en entreprise. Une vraie portabilité qui n'existe nullement en France. Quels sont les effets? J'ai travaillé sur ces questions avec des données précises et on montre que les salariés qui sont, parce que les deux coexistent dans le fond, parfois même dans les mêmes entreprises, quand il y a une fermeture d'usine, dans l'ancien système, les gens attendent. Ils attendent, comme en France, pour toucher les sommes qui échouent au moment où ils ont atteint l'ancienneté requise. Dans le nouveau système, bien ces gens, ils bougent. Ils partent dès qu'ils voient que l'entreprise ne va pas. Pouf, ils quittent l'entreprise, ils ne perdent rien. Et vers où vont-ils? Ils vont vers les jeunes entreprises, celles qui ont besoin de se croître. Tout un ensemble d'entreprises en France ne peuvent croître parce que les salariés dont ils auraient besoin sont bloqués dans les entreprises où ils attendent de pouvoir toucher les droits qui leur échoueraient s'ils étaient licenciés. Si je peux récupérer... Ah, merci. Donc, les contrats de travail, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler de ces choses-là. Donc, évidemment, un des gros défauts de cet épisode, c'est la façon dont a été faite cette histoire de loi travail. Il est évident qu'il faut d'abord sécuriser les salariés avant de mettre en place un licenciement plus facile. Ça n'a pas été fait, personne n'en a parlé. C'est collectivement un défaut de notre problème, de notre société. Il faut sécuriser les salariés pour le logement, la formation, la mobilité physique, au lieu de sécuriser les villes. Une des réformes évidentes qu'il faudrait mettre en place, c'est diminuer, comme nos amis suédois ont fait dans les années 60-70, le nombre de communes par 10. Ça diminuerait le chômage. On pourrait y revenir. Autre exemple de choses, dans le fond, ce qui se passe, c'est que plein de gens sont sans droit, voire sans existence. Les nouvelles entreprises ou celles qui aspirent à se créer n'ont pas de droit. Des jeunes politiciens, vous voyez, encore une fois, je suis désolé de parler de Macron, mais dans le fond, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est jeune. Ça fait quand même une sacrée différence. Moi, j'en ai marre de voir des gens qui ont mon âge, voire plus. L'entrée est difficile. En un mot, tous ceux qui aspirent à entrer sur le marché, sur les marchés, marché des biens, marché du travail, eh bien, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal et donc tout se bloque à cause de ça. Je suis positif, c'est normal, c'est ici, en adoptant un certain nombre de réformes assez simples, difficiles à faire passer parce que les résistances seraient fortes. Par exemple, les auto-écoles, ils n'ont pas envie qu'on dise, ben voilà, après 30 leçons, on vous donne le permis. C'est les États-Unis, ça. À partir de 16 ans. Pourquoi à partir de 16 ans? Parce que c'est un pays dispersé, la France. Parce que c'est difficile, quand vous êtes en apprentissage, d'aller de Belém à Longny-au-Perche où vous faites votre apprentissage en boucherie. Donc, ici, il y a des choses simples à changer, pratiques, que comprendraient les personnes, que comprendraient les citoyens, parce qu'elles sont pratiques, mais qu'il est extrêmement difficile de mettre en place. Je vous remercie et j'espère vous avoir un petit peu convaincu de 2 ou 3 choses. Plus qu'un peu.